Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Yves Barou. Alors vous êtes polytechnicien, docteur en économie, vous avez une carrière transversale, Yves Barou, parce que vous avez à la fois travaillé dans des grands ministères, vous avez notamment été conseiller auprès de Martine Aubry, quand elle était ministre du Travail, puis parallèlement à cela, après vous avez une carrière dans le privé, et jusqu'à récemment, vous étiez à la présidence de l'AFPA. Et vous publiez Les cultures d'entreprise européennes au défi d'un nouveau monde, un ouvrage collectif où vous rassemblez des opinions, des points de vue d'entrepreneurs sur ce thème de la culture d'entreprise. Alors au début, quand j'ai reçu le livre, je me dis culture d'entreprise, comment des opinions aussi variées peuvent parler aussi longuement? Que vais-je apprendre sur la culture d'entreprise? Et surtout la culture d'entreprise avec l'international. Et dès le début du livre, j'ai été séduit. J'ai été séduit par l'introduction. Vous êtes sorti finalement, j'allais dire, de la facilité en nous disant que la culture d'entreprise, d'abord, c'est pas s'imaginer que c'est rassembler des gens de plusieurs nationalités qui vont parler une sorte de sabir anglais et qui ne se comprendront pas pour aller vers quelque chose de moyen. Et dès que j'ai lu ces premières lignes, je me suis dit ça va être passionnant. Et j'ai été passionné. Alors finalement, la culture d'entreprise, déjà, on va commencer là-dessus. C'est quelque chose de bien plus complexe que de s'imaginer qu'on va baragouiner parce qu'on arrive à se comprendre entre des gens de 4 nationalités ou de 10 nationalités, que ce sera très facile. Ce n'est pas ça. Chaque entreprise elle a une histoire. Elle a des rites, elle a des repères, elle a des traditions, elle a des rituels. Elle a des choses qui se font, des choses qui se font pas. Tout ça n'est pas toujours écrit, tout ça, mais tout ça se transmet quand même de génération en génération. Et elle est faite c'est une communauté humaine. Il faut d'abord repartir de ça. Une entreprise, c'est une communauté humaine. Avant d'être un cours de bourse ou toute autre chose, c'est une communauté humaine. Donc elle est faite de compétences et de comportements. Et tout ça forme une culture qu'il faut reconnaître, qu'on ne change pas comme ça d'un coup de baguette magique, qu'il faut reconnaître et qu'il faut savoir mobiliser parce que c'est une ressource au service de projets, à condition bien sûr que les projets soient un peu en cohérence avec cette culture. Avec un corps social, on ne fait pas tout. Il y a des choses qu'on fait très bien, il y a des choses qu'on fait moins bien. Et vouloir heurter le corps social, le prendre à contre-pied, c'est souvent la recette pour échouer. Votre livre permet de comprendre que cette culture, elle est aussi bien plus complexe et bien plus transversale que peut l'être une culture régionale. Une culture régionale, ancrée sur un territoire, est assez protégée. Or là, une culture d'entreprise est transversale parce qu'il y a à la fois la culture locale au sens géographique, mais il y a aussi la culture métier. La culture de ses dirigeants, selon que l'entreprise soit familiale ou non, c'est une toile d'araignée. Comme je vous le disais, la culture, c'est une communauté humaine. Et on a abordé ce livre avec un collectif dans le cadre du Cercle des DRH européens. Et précisément, c'est pas mauvais de regarder une culture d'entreprise, une communauté humaine d'entreprise, sous toutes les facettes, avec des lunettes différentes, avec un regard différent. Parce que c'est l'addition de tous ces regards qui fait qu'on peut appréhender mieux le sujet. On a commencé le livre en demandant à un philosophe, François Julien, qui a une réflexion tout à fait intéressante vis-à-vis des entreprises, d'amener quelques concepts. Et cette partie, je crois, est très éclairante sur les faux concepts, les mots qui amènent forcément des mauvais raisonnements. Comme le mot identité, par exemple. Alors que, très à la mode. Hein. Qui est à la mode, mais qui devient une mot-valise, on ne sait plus ce que ça veut dire. Il s'agit d'une entreprise. On ne peut pas non plus se raccrocher à ce qu'ont été les valeurs dites universelles des siècles derniers. Une entreprise, c'est composé d'équipes différentes, de compétences différentes, de personnes différentes, alors de la mondialisation d'équipes dans des pays différents, donc de langues différentes, d'histoires différentes. Il s'agit de produire du commun. Mais il s'agit aussi d'utiliser toute cette diversité dans l'entreprise comme une ressource pour progresser. Donc c'est à la fois... Et de ce point de vue-là, le mot ressources humaines, hein, on est un think tank de DRH il y a le mot ressources humaines. Le mot ressources
il dit bien précisément qu'il y a que c'est quasiment inépuisable ce qu'une communauté humaine peut faire. Donc, puisons sur ces ressources pour construire du commun qui soit autour du projet de l'entreprise. Votre livre permet aussi de mieux comprendre le rôle du DRH, pas caricaturé, mais souvent simplifié. Il doit aussi s'adapter à cette culture de l'entreprise et veiller aussi dans ses recrutements, veiller dans l'organisation, dans cette richesse que sont les hommes, à ce que tout ça soit en phase finalement avec cette culture. Et je découvre aussi que la culture dans cette entreprise ne se décrète pas. C'est pas quelque chose d'artificiel, c'est pas Disneyland. Non. Il y a un temps. C'est vrai d'une entreprise, c'est vrai de toute communauté humaine. Les éléments culturels, ça ne se fait pas par décret. Et le dirigeant peut trépigner des pieds, mais ça ne changera rien. C'est une longue histoire, c'est une chaîne. Il y a des éléments de transmission, il y a des générations qui se sont succédées. Et parfois, les gens ont l'impression de dire si on changeait tout le monde, si on déménageait, si on changeait tout le monde, la culture serait encore là, comme si c'était un peu attaché au mur, enfin même pas au mur, si on déménage, mais attaché à des choses un peu intangibles. Et c'est vrai que la culture se transmet de personne en personne et transcende chacune des personnes. Elle n'est pas toujours perceptible de l'extérieur. Il faut se plonger dedans, il faut vivre avec. Mais c'est comme je le disais, c'est une vraie ressource quand on sait l'utiliser. Alors le DRH là-dedans, nous, on est un think tank composé de DRH de grands groupes européens. Le DRH, ce n'est pas un gestionnaire du personnel qui serait là uniquement pour recruter, payer et virer. C'est l'image que l'on en a dans 90% des cas. Mais bien sûr, il y a des actes de gestion du personnel qu'il faut faire, parfois avec bonheur, parfois avec moins de bonheur. Mais le DRH, il est un peu le gardien de cette communauté humaine. Il doit être la voix des salariés. Voix qui peut s'exprimer à temps ou à contre-temps, mais voix qui est fondamentale. Attends, on va juste poser. Oui. Non, mais non. Le café, là. Oui, le DRH, c'est la voix de cette communauté humaine. Il doit s'exprimer. Il est impensable que dans un comité de direction, la voix de cette communauté humaine ne s'exprime pas. Il faut voir le point de vue des chiffres, c'est le rôle du directeur financier. Il y a des points de vue différents. Le DRH a un point de vue important. Il doit savoir intervenir pour veiller à ce que ce point de vue ne soit pas oublié, parce qu'il risque de l'être dans le feu de l'action, dans le feu de la concurrence. Donc il a un rôle important. C'est pas quelqu'un qui doit dire oui à tout. C'est pas quelqu'un qui doit se coucher, c'est pas un paillasson, parce que si c'est un paillasson, on va très vite s'essuyer les pieds dessus et passer son chemin. Donc le DRH, il a un rôle stratégique, il a un rôle un peu de gardien justement de cette culture. Enfin de gardien, c'est pas un musée, c'est de transmission, de respect, non mais de développement. Ça n'est pas quelque chose de figé. Et en tout cas de savoir puiser dans cette culture pour réaliser les projets qui sont ceux de l'entreprise. Avoir une entreprise qui a une forte culture ne signifie pas pour autant que l'entreprise peut être incapable de se développer et de s'adapter au monde. Il y a un exemple qui est pris dans votre livre, Yves Barou. Vous vous rappelez à un moment, c'est peut-être pas vous qui le rappelez, mais c'est l'un de vos intervenants, une entreprise comme BIC. Un Français, BIC est une entreprise française, pour un Brésilien, BIC est une entreprise brésilienne, et pour un Américain, BIC est une entreprise américaine. Je crois que suivant le produit, il y a des entreprises qui ont un besoin qui tendent à une culture assez globale, assez unifiée, parce que le produit qu'elles vendent est assez global. D'autres doivent s'adapter. On voit bien la différence entre la pharmacie d'un extrême, où les molécules sont les mêmes partout au monde, ou tout le domaine alimentaire, où là il faut coller au plus près des habitudes culturelles de chacun des pays. Donc chacun, en fonction qu'il s'adresse à des consommateurs, et les consommateurs, ils ont des cultures différentes. Ou c'est du B2B qui s'adresse à d'autres entreprises, donc il peut être plus mondialisé, c'est déjà différent. Maintenant, beaucoup d'entreprises, dans ce jeu de la mondialisation, essaient de respecter les couleurs locales, à l'inverse d'autres entreprises plutôt américaines, disons, alors, vouloir respecter les couleurs locales, ça ne veut pas dire
qu'on n'a pas quelque chose de spécifique. Prenez l'exemple de Bic. Bic fait l'éloge de la simplicité. Bic, c'est la simplicité. Donc ça, c'est un élément de culture qui transcende les frontières. Donc il y a le sujet de la mondialisation, puis il y a le sujet d'avoir des éléments constitutifs. Et je pense qu'il vaut, bien sûr, il est bien préférable d'avoir une culture que de ne pas en avoir. Une entreprise qui n'a pas de culture, elle n'a pas de substance, elle ne peut pas attirer, on ne sait même pas ce qu'elle représente. Il faut avoir une culture, et il faut cette culture la mobiliser pour prendre les tournants stratégiques. Maintenant, il y a des entreprises qui ne prennent pas les tournants stratégiques. Kodak a raté le virage du numérique. Bon, alors, il faudrait étudier plus avant pour voir s'il y avait des éléments dans la culture de Kodak qui ont freiné, ou si c'est un manque de clairvoyance, des décisions malheureuses. Bon, à creuser. Mais c'est un ensemble d'éléments, et la culture en fait partie. Alors Yves Barrou, le livre s'appelle « Les cultures d'entreprise européennes au défi d'un nouveau monde ». Mais aussi tout ce que l'on a appris, tout ce que vous avez appris, et tout ce que vous nous avez aussi enseigné depuis quelques années, tout tombe à l'eau. On a l'impression que les compteurs doivent être remis à zéro. Notamment la règle des 4 P. Oui, enfin, dans chaque période, on a toujours l'impression que c'est un recommencement, et que dans chaque période, il y a des défis considérables qu'on n'a jamais connus avant, qui vont tout mettre à bas. Donc, il faut toujours... Par exemple, à un moment, l'un de vos intervenants dit la règle des 4 P, oui. prix, public... Oui. Non, mais chacun a des points de référence, comme ça, des règles, des références en matière de management. Je crois qu'il y a nous vivons dans une période où effectivement il y a des défis importants, mais il y en a toujours eu. Alors les défis de notre période sont très importants, ils ont la particularité d'être en gros communs mondialement, et puisque les questions sont communes, les réponses pourront être communes, donc c'est un facteur puissant de mondialisation, le fait qu'il y ait ces sujets nouveaux. Alors ces sujets nouveaux, on cite toujours le numérique, bien sûr, on doit citer tout ce qui va toucher à la transition énergétique et toutes les technologies qui vont être mises en cause. Mais il y a des choses peut-être plus importantes encore. C'est qu'au fond, le poids des femmes dans les entreprises va être complètement différent au XXIe siècle qu'il a été au XXe siècle. Et là, en termes de culture, de réaction face au travail, de manière de travailler ensemble, franchement, ça va être un choc, je pense, plus important que le numérique. Parce que, et nous sommes au tout début de cette histoire. Donc, il y a des effets de génération. Les femmes sont plus pragmatiques, elles avancent plus vite, on perd moins de temps dans des déjeuners interminables. Voilà, tout ça est probablement vrai, mais il faut se méfier des clichés, des caricatures. Mais enfin, chacun voit bien beaucoup de femmes qui aiment aussi faire des bons gueuletons. Que le mode de travail, la manière d'être, au masculin ou au féminin, c'est pas tout à fait pareil. Et que c'est ce qui fait des charmes de la vie, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc, les entreprises aujourd'hui, c'est des entreprises masculines avec quelques femmes qui ont fait leur place. Dans le siècle qui arrive, ça sera différent. Donc, nouvelle génération, accès des femmes, numérique, transition énergétique, nouvelles technologies, nanotechnologies. Bon, il y a toujours eu des choses nouvelles, mais ce qu'il y a de vrai aujourd'hui, c'est qu'il y a une accélération dans le cadre d'une mondialisation qui font que les choses vont plus vite et que les entreprises ont intérêt à s'adapter très vite. Malgré tout, Yves Barrou, les ancrages locaux sont toujours là. Oui. J'ai beaucoup ri dans votre livre. J'ai beaucoup ri, par exemple, quand vous prenez les exemples de méthodes d'organisation, d'image, de management dans des entreprises. Il y a un parallèle entre les entreprises nordiques, où tout est plus collectiviste, où le patron dialogue plus, et l'exemple de l'entreprise marocaine. Où là, il y a un moment, vous dites c'est un commissariat, ça doit être géré comme un commissariat, et dans l'entreprise, je le dis avec beaucoup d'affection, il y a évidemment une hiérarchie très forte dans les entreprises marocaines, on pourrait dire dans les entreprises arabes d'une manière générale, dire qu'on n'imaginerait pas un directeur général nettoyer son propre bureau, vous le dites à un moment. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est un DRH marocain. J'ai trouvé ça très drôle. Voilà. Non mais c'est vrai que on a une tendance à nier le poids de la culture locale. Le poids de la culture locale, régionale ou nationale. Bon, mais simplement Parce qu'au Maroc, le chef doit être le chef. Il se rappelle. Alors parfois en prenant des formes très détestables de racisme, de communautarisme ou de nationalisme exacerbé, mais il y a une vraie richesse. Non, je l'ai dit avec sympathie. Vous avez bien compris. Il y a une vraie richesse dans toutes ces cultures locales, et si on ne les comprend pas,
dans une entreprise internationale, on va d'erreur en erreur, d'incompréhension en incompréhension. On parle de la Corée dans ce livre, il faut comprendre, et le texte de Philippe Lee explique bien comment la culture coréenne, ça s'applique à la Corée du Nord aussi, avec le confucianisme, infuse un certain type de rapport au chef. Vous parliez de culture en Afrique, la culture américaine qui va privilégier le fait d'aller très vite et de décider d'abord et d'étudier ensuite, c'est en caricaturant. La culture européenne certaines cultures européennes plus basées sur le consensus, d'autres sur le conflit. Bon, tout ça, ça existe. Il ne faut pas vouloir le nier. Il faut s'en servir comme un substrat d'une richesse infinie. Mais il faut le prendre avec une grande délicatesse. Et parfois, l'entreprise, parce qu'elle est mondiale, ne veut pas voir ça. Et du coup, ne voit que la surface des choses, ne voit pas ce qui se passe vraiment au sein des équipes. Vous m'avez appris, par exemple, quelque chose, vous m'auriez posé la question sur la Corée du Sud. J'imaginais les Coréens du Sud avec cette caricature très travailleur, voilà, on prend pas le temps de déjeuner. Et vous dites que non, au contraire, quand on va commencer à travailler avec une entreprise en Corée du Sud, il faut d'abord le temps, je vais prendre la bonne expression française, Michel Audiard, de faire une bonne bouffe avec eux et de ne pas parler boulot pendant ce temps-là. C'est très latin, finalement. Oui, alors, mais ne le regardons pas avec nos lunettes à nous. Il faut bien, dans les modèles d'entreprise, nous, on parle du point de vue de l'Europe. Alors, on est frappé par la vitesse des États-Unis, par la capacité de rebond, et on a tendance à dire c'est pareil en Asie, parce qu'effectivement ils ont aussi une capacité mais le modèle est très très différent. On n'en parle pas dans le livre, mais enfin il y a quand même eu quelque chose d'extraordinaire dans Samsung il y a quelques années. Le patron de Samsung a au fond négocié, enfin introduit l'idée qu'il était prêt à garantir l'emploi à vie dès lors qu'il n'y aurait pas d'organisation syndicale. Mais cette idée de l'emploi à vie, c'est quelque chose qui nous paraît presque rétrograde, enfin, trop rigide, en France et encore plus aux États-Unis. Mais eux, c'est le modèle auquel ils se raccrochent. Le fait de pouvoir établir une relation, d'établir la confiance avec quelqu'un, qui est aussi profondément ancré dans notre culture, et qui l'est dans beaucoup de cultures maghrébines, africaines, Moyen-Orient, l'est aussi en Asie. Sur ce point-là, c'est plutôt le modèle américain qui est l'exception à la règle mondiale. Donc, le texte de Philippe Lee, de ce point de vue-là, est intéressant parce que la Corée du Sud est un exemple très, très, très remarquable. Un concentré, une espèce de concentré de la taille de la France, mais un concentré d'énergie. Donc, c'est un point de comparaison qu'on aime beaucoup. Et le rapport aussi de l'entreprise, c'est ça la culture d'entreprise, c'est aussi le rapport avec son client et sa clientèle. Un exemple est pris, celui de la pâtissière. Vous allez dans une pâtissière au coin de la rue, voilà, chez vous, il y a son gâteau, vous lui demanderez en France de mettre de la chantilly dessus parce que vous avez une envie de chantilly, elle vous répondra non, c'est pas possible. Alors que la culture plus anglo-saxonne du rapport de l'entreprise à la clientèle, c'est de s'adapter en permanence, un service, un prix, ce sera 1 € le supplément chantilly. Alors qu'en France, non, le gâteau a été conçu de cette manière par le chef, on n'y touche pas. C'est dans le livre aussi. Oui, je ne sais plus qui cite cet exemple, mais l'exemple est assez frappant. Donc on peut décliner ça dans tous les services. On peut le décliner. Ou en France, on vous dit c'est pas possible, souvent. Alors, il faut aussi équilibrer les choses. Aller dans le sens du client ne doit pas être au détriment de la qualité du produit, ça dépend dans quel secteur on est. Mais si on a un secteur, par exemple, de la pharmacie, on va tout à fait suivre tous les désirs des clients. Quand on a un secteur plus de grande consommation, pourquoi pas, effectivement. Donc, et quand on est dans un secteur plus industriel, il y a un sujet de beaucoup d'entreprises qui est de ne pas tout customiser. Parce qu'à tout customiser, il n'y a plus de modèle économique, on perd tout le temps de l'argent. Donc il faut... les clients veulent que ce soit customisé, mais l'industriel, lui, veut que ce soit standardisé. Et donc tout l'enjeu de l'industriel, c'est de faire de la massification
avec un peu de personnalisation. Il nous fait croire qu'il nous offre la possibilité de customiser, mais en réalité, tout est déjà standardisé. Comme quand vous achetez une voiture, vous avez le catalogue, on vous fait croire que vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, changer les banquettes. Mais il y a quand même une chaîne derrière. Et d'ailleurs, Ford disait il y a X années, le client pourra choisir la couleur de sa voiture comme il le veut, à condition bien sûr qu'elle soit noire. Donc il faut pas... L'objet de l'industriel, c'est quand même de faire de la massification, tout en mariant massification et personnalisation. Mais pour prendre un autre exemple, je crois qu'on aborde dans ce livre ou dans un précédent, dans le domaine de la formation. Il faut faire de la formation professionnelle à grande échelle pour beaucoup de personnes. On a tendance à dire, mais chacun a un itinéraire différent, chacun a une manière d'apprendre différente, chacun a des envies différentes, chacun a un point de départ différent, un point d'arrivée différent, à un âge différent. Bon, alors vous voyez bien, il n'y a pas deux choses qui se ressemblent. D'un autre côté, si on veut que la formation, à moins de retourner au précepteur de la Renaissance, ce qui coûterait un petit peu cher, il faut trouver une manière de massifier pour maîtriser les coûts, tout en personnalisant. Donc c'est ça l'objet métier par métier, de trouver cet équilibre. Il y a tout un chapitre d'ailleurs sur la formation avec ce qu'on appelle les MOOC. M2OC, rapidement je vais résumer, sont les vidéos de formation en ligne, destinées à un public professionnel, de cadre. À un moment, l'interlocuteur... Alors précisément, les MOOC, c'est l'étape zéro, je veux dire la pensée zéro du numérique appliqué à la formation, c'est le prof, c'est la vidéo. C'est pas plus intelligent que l'amphi d'avant, c'est l'amphi filmé, donc avec un peu quelques ressources audiovisuelles. Mais c'est pas ça la personnalisation. Ce serait un MOOC via Skype, au direct, on pourrait poser des questions. Non, mais des parcours personnalisés de formation, ce sont des parcours, certains le font, des parcours qui partent des acquis de la personne, cherchent à les mobiliser. Et ce qui fait que 10 personnes suivant la même formation, pour être peut-être au même diplôme, n'auront pas du tout le même parcours. On ne refera pas faire tout à tout le monde, on construira sur les points forts, on corrigera les points faibles, et le système, avec toute une masse de ressources, s'adaptera à ça. Donc ce n'est pas du tout du prêt-à-porter. C'est vraiment fait du sur-mesure. Donc le MOOC, et on va plutôt vers quelque chose qu'on peut appeler mixed learning, qui ne peut pas se faire entièrement en ligne, et il y a besoin d'une intervention humaine, un peu de conseiller, de quelqu'un qui fait le lien, de coach, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, il y a sûrement besoin d'un élément humain, parce que la formation purement en ligne, purement prêt-à-porter, ne donne pas de très bons résultats. Mais c'est ça l'objet de chaque industriel, de marier ces deux éléments. Sauf, et c'est écrit aussi à un certain moment, chez les autodidactes, qui s'adaptent très bien à cela. Est-ce la revanche des autodidactes ? Les autodidactes, mais tout le monde est un peu autodidacte, parce que non mais tout le monde est autodidacte dans le sens qu'on a appris des choses au début de sa vie, mais enfin bon, l'essentiel on ne l'a pas appris, donc on est autodidacte pour l'essentiel tous. Le fait d'avoir appris de résoudre des équations du 4e degré, ça ne sert pas au quotidien quand même. Donc je pense quel que soit le parcours initial. C'est la culture générale finalement. La culture générale qui donne des repères, qui donne des concepts, qui ouvre l'esprit, qui apprend peut-être. On est tous autodidactes dans l'entreprise. Et d'ailleurs, on est un cercle de DRH. C'est intéressant de voir que le métier de DRH est un métier qui s'apprend, qui demande de l'expérience. C'est presque, je vais caricaturer un peu. C'est difficile pour un jeune... Qui s'apprend et qui demande de l'expérience, ou c'est un métier qui s'apprend avec l'expérience? C'est peut-être ce que vous vouliez me dire. Qui s'apprend avec l'expérience. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un métier difficile à exercer pour des jeunes, même s'ils ont fait toutes les formations. J'en suis convaincu après l'avoir lu. Oui. Et on se dit, oh là, ils ont appris un nombre de choses, mais... Alors, il y a des fonctions qu'ils peuvent faire, mais je pense que le métier de DRH, c'est comme le vin. On s'améliore avec le temps, à condition que les conditions de conservation et de développement soient bonnes. Il y a des métiers où c'est l'inverse. Si vous êtes dans le soft, vous êtes plus efficace étant jeune, sorti d'université, que 20 ans après. Les ressources humaines, c'est un peu difficile au début, mais plus on a de l'expérience,
plus je crois, on peut être efficace dans cette capitalisation des cultures et des compétences humaines. Alors on parlait à un certain moment, j'ai pris cet exemple de la pâtissière et de la chantilly, mais il y a un moment, la tarte à la crème, qui existe depuis un certain temps, avec la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Avec un peu de provocation, je parle de tarte à la crème parce qu'en réalité, une entreprise, elle va naturellement vers une responsabilité sociétale quand ça correspond à son éthique et à sa culture. Oui, alors, le problème... Ce ne sont pas des textes de loi qui vont rendre l'entreprise humaine, finalement. Vous semblez le dire. Non, ça c'est clair. La RSE, c'est malheureusement une tarte à la crème, mais c'est une tarte à la crème, j'allais dire, sans crème, quoi. C'est-à-dire que c'est dans le discours, mais la pratique est encore assez loin du discours, même très très loin du discours. Donc, vous savez, c'est vrai de beaucoup de sujets. Plus on parle d'un sujet, en général, c'est moins on le pratique. Donc là, il y a un grand discours sur la RSE. L'entreprise, elle est naturellement centrée, et c'est pas illogique, hein, sur ses projets, sur sa rentabilité, sur son développement, sur sa compétitivité. Alors, la RSE a une grande vertu, c'est que, est-ce qu'une culture d'entreprise, c'est une culture des salariés de l'entreprise, ou est-ce que c'est une culture de l'écosystème de l'entreprise? Est-ce que ça doit intégrer la culture des clients, on en parlait, la culture des éléments des fournisseurs, les communautés locales, d'autres groupes de personnes qui sont impactées par l'entreprise. En matière de pollution, on le voit bien. Donc, la RSE, c'est une invitation à voir large, à dire la culture, ça ne peut pas être simplement la culture... Alors, on a déjà dit la culture d'entreprise, ce n'est pas la culture des dirigeants, c'est la culture de toute l'entreprise. Mais là, avec la RSE, on dit non, mais ce n'est pas seulement la culture des gens qui sont dans l'entreprise. Il faut l'élargir progressivement, l'élargir à ceux qui sont des collaborateurs ponctuels, l'élargir aux clients, l'élargir à ceux qui habitent à côté, l'élargir à ceux qui sont dans la chaîne de valeur. Et finalement, c'est un élargissement considérable. Et l'entreprise qui ne le fait pas, bah, pour l'instant, elle peut s'en porter très bien. Mais progressivement, il y a des sujets qu'elle a externalisés qui vont être réinternalisés. Il y a des sujets qui ne lui coûtent rien. On peut dire que polluer ne coûte rien, mais par 36 000 mécanismes, à un moment ou à l'autre, l'entreprise peut être amenée à le payer. Oui, mais par exemple... Par des coûts directs, par le fait qu'on lui a demandé de dépolluer. Donc c'est un exemple de choses qu'elle a rejetées sur l'extérieur, mais qu'elle va réinternaliser. Payer plus rapidement ses fournisseurs, en tant que président, dire je veux plus que mes fournisseurs ne soient plus payés à 60 jours ou à 30 jours. On va essayer de les payer peut-être même dès réception de la facture ou sous 15 jours. C'est aussi veiller à ce que ces fournisseurs se portent bien, garantir leur stabilité. C'est une démarche éthique finalement. Et au-delà de l'éthique, c'est une démarche économique aussi, parce qu'au fond, vis-à-vis de son réseau de fournisseurs, si on caricature, hein, il y a deux optiques. L'optique, je veux le moins cher, je veux le moins cher, je veux le moins cher. Donc, et le payer le plus tard possible. Et donc, je vais payer le plus tard possible, je vais Et donc, tant pis si celui-là meurt. On a vu où ça a amené à un grand groupe qui a pratiqué cela ces dernières semaines dans le domaine des télécommunications et dont je ne citerai pas le nom. On peut avoir des choses désagréables. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne cherche pas à bâtir des partenaires dans la durée, on cherche à faire des coûts. Et s'il faut délocaliser, on délocalise sans garantie de qualité et de durabilité. À l'inverse de ça, il y a un modèle où on veut des partenaires de long terme. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas exigeant sur la qualité et sur les prix, mais que cette exigence est placée dans le cadre d'une relation de moyen long terme, où d'abord on veut faire un bout de chemin avec eux, et on va être exigeant parce qu'on est exigeant, parce qu'on veut travailler avec eux dans la durée. Le meilleur exemple du pays qui pratique, il y a un état d'exemple qu'on pourrait prendre en Asie aussi, mais l'Allemagne pratique ça très bien. C'est mal vu en Allemagne de payer en retard ses fournisseurs. Oui, enfin, oui, en retard, avec beaucoup de retard. Parce que le système allemand qu'on désigne sous le terme de Mittelstand, qui est le poids des entreprises moyennes, mais les entreprises moyennes, pourquoi elles existent? Parce que les grandes, ou la grande distribution, prenons l'exemple de l'industrie automobile, ils vont privilégier, peut-être avec l'idée implicite que l'entreprise allemande sera plus fiable, mais en tout cas, ils vont privilégier cette relation dans la durée et ils ne vont pas chercher à mettre à genoux leurs fournisseurs, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. Donc, mais on voit bien que ça donne une force à un tissu industriel qui est sans commune mesure, avec chacun joue dans son camp. Donc la RSE, c'est une invitation à voir plus large. À l'heure du réchauffement climatique, ça va prendre une certaine urgence.
Mais quand on regarde le monde, il se passe des tas de choses qui sont, au fond, un peu liées à la mondialisation. Il y a des controverses. Beaucoup d'ONG posent à juste titre des bonnes questions. Donc, et les entreprises sont soucieuses de plus en plus de leur image, de leur notoriété. Il faut attirer des gens, il faut attirer des salariés, il faut attirer des investisseurs, il faut attirer des clients. Si avec ça, on a une image de quelqu'un qui ne respecte en rien des règles qui peuvent être discutées, mais enfin, sur le travail des enfants en Afrique, sur la corruption, sur d'un comportement un peu décent en matière de droits humains, sur le réchauffement climatique, tout ça à la fin, l'entreprise, elle va le payer dans un premier temps en termes d'image, et je pense progressivement elle le paiera en argent sonnant. En revenus, par perte de clients. C'est aussi un moyen, c'est un moyen bien sûr de mobiliser sa culture et d'ouvrir sa culture, mais c'est un moyen de se comporter de manière citoyenne, pour reprendre un mot plus ancien, mais c'est surtout un moyen de travailler à sa compétitivité de long terme, parce que celui qui ne le fait pas sera rattrapé par la patrouille à un moment ou à un autre. Un jour ou l'autre, il y aura un prix au carbone. Tant qu'on ne peut pas donner de prix aux choses, on peut, sans risque, laisser filer. Quand on donne un prix aux choses, il vaut mieux... là, on commence à s'en préoccuper. Donc, on vit dans cette période tout à fait intéressante où la RSE reste une facilité de langage, enfin un argument marketing parfois, trop. Elle commence à impacter les comportements. Les investisseurs, d'ailleurs, poussent dans ce sens-là. Il y a des investisseurs comme Amundi qui sont très exigeants en matière de RSE, de comportement des entreprises. Donc, je pense progressivement, ça rentre dans le comportement, et il y a toujours de nouveaux sujets, mais progressivement, ce qui était considéré comme « allez, on fait ça parce qu'on est sympa » devient « non, il faut faire comme ça ». J'aimerais terminer, Yves Barrault. N'êtes-vous pas finalement le publicitaire du 21e siècle, celui qui va contribuer à donner la valeur à la marque de l'entreprise? On parle de la marque des entreprises depuis 25 ou 30 ans, où on a commencé à intégrer la marque dans le bilan. Quelle est la valeur d'une marque? Quelle est la valeur d'un nom? Ce qu'il porte comme rêve. Le rêve porté par ce nom il y a 25 ans était apporté par les publicitaires. Aujourd'hui, le rêve ou la prudence que l'on a à l'égard d'une marque, d'une entreprise, est apportée par les articles, parce que l'on peut lire sur cette entreprise en termes de comportement, respect de l'environnement, ne pas faire travailler des enfants à l'autre bout du monde. Finalement, c'est vous, en quelque sorte, qui portez la marque, la valeur de la marque d'une entreprise, aujourd'hui. Je crois que c'est vrai que le DRH, et là c'est un travail collectif de DRH, le DRH... Si on admet que l'entreprise, c'est d'abord une communauté humaine, et que le DRH, il est celui qui le gardien du bon fonctionnement de cette communauté humaine, il se retrouve en première ligne. Et ce que vous dites est tellement vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur la construction d'une marque employeur. Mais pour beaucoup d'entreprises, le jeune sorti de l'université, moi j'ai passé 10 ans dans Thales, chez Thales recrute plusieurs milliers d'ingénieurs chaque année ou de techniciens supérieurs. Donc il faut construire une marque employeur pour les attirer. Parce que dans beaucoup de pays, il y a un déficit d'ingénieurs. Tout le monde veut faire autre chose, voilà. Du commercial ou de la finance. Même si on a un diplôme d'ingénieur, il faut attirer des ingénieurs et les garder. Ça c'est l'acte 1. Mais enfin, l'ingénieur qu'on va attirer, qui va venir chez nous, ou chez Thales en l'occurrence, ou qui ira dans une autre entreprise, en grandissant, il prendra la responsabilité. Ce sera peut-être le décisionnaire, l'acheteur de l'entreprise avec lequel vous serez en affaires. Ce sera peut-être celui qui investira chez vous. Donc, alors, le problème des produits grand public, c'est un petit peu... Il y a des problématiques différentes, mais de toute façon, l'image qu'a l'entreprise pour un salarié, c'est difficile d'avoir une bonne image en tant que produit
si vous avez une image très très mauvaise, où tout le monde dit vraiment les gens chez vous sont maltraités, tout le monde est très mécontent de travailler chez vous, ça impacte les choses. Et on voit bien à chaque fois qu'il y a des émissions à la télévision qui montrent des choses qui apparaissent choquantes, bah, c'est pas bon commercialement. Donc effectivement, les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise, ce sont quand même ces salariés. Et des salariés qui s'épanouissent, qui se développent, qui estiment qu'ils sont considérés, qui sont bien, quoi. Ce sont des bons ambassadeurs. Une entreprise qui va de crise en crise et de problème en problème, c'est un vrai souci pour elle, y compris sur le plan commercial. Oui, si vous rencontrez un problème avec une entreprise et que le salarié vous répond « Ah, on n'avait pas pensé à ce point-là, je vais faire remonter l'information, je vais essayer d'avoir une réponse très rapidement », vous êtes rassuré finalement par l'entreprise. Alors que si on vous dit le salarié est paniqué, vous dit « C'est pas dans mes codes, j'ai pas sur la notice, je ne peux rien faire, je suis désolé, je peux faire remonter aucune information », vous n'êtes pas rassuré. Oui, ou parfois vous rencontrez un salarié d'une entreprise qui vous dit « Ah, vous avez bien raison, mais vous savez... » Moi, je le dis depuis longtemps, on est nombreux à le dire, mais personne n'en tient compte chez nous. Ouais. Donc, évidemment, ça vous donne pas envie de rester client. Voilà. Merci Yves Barrou. Je rappelle que vous êtes polytechnicien, vous avez travaillé dans de nombreux cabinets ministériels, notamment à l'emploi, mais surtout dans l'entreprise. Voilà. Oui, mais voilà, vous avez cette vision transversale, et vous êtes le président du club des DRH européens. Du cercle des DRH. Du cercle. Oui. Non, mais un club aussi. C'est un club, aussi. C'est un cercle de réflexion. Et vous publiez donc les cultures d'entreprise européennes au défi d'un nouveau monde. Yves Barou. Moi, je trouve que le livre est fascinant parce qu'il est très intéressant à travers toutes les collectes qui ont été faites de points de vue. Et je trouve que le titre est parfois peut-être fermé, réducteur. On se dit, tiens, c'est un livre pour les futurs DRH, ceux qui s'intéressent. Alors qu'en réalité, c'est un livre passionnant sur la culture des entreprises, sur le marketing, c'est un voyage autour du monde. Et comme ce tour du monde au XXIe siècle, on le fait souvent à travers le prisme du travail, des collègues de bureau, des entreprises, eh bien on apprend aussi énormément de choses. Donc c'est vraiment un ouvrage très grand public. Merci voilà. Pour tous les plus grand public que le titre. Oui, mais vous savez, les livres collectifs sont toujours un petit peu plus rebutants. Moi, je trouve que les livres collectifs, c'est un grand intérêt. On peut picorer dedans. On n'est pas forcément d'accord avec tout. Il n'y a pas une pensée unique. Ils sont plus ouverts, moins fermés. Mais en termes d'édition, les livres collectifs, ça rebute toujours un petit peu. Mais en tout cas, voilà. On passe un bon moment en le lisant. Voilà. Des choses intéressantes, c'est très bien. Donc, ce livre collectif dirigé par Yves Barou. Et dans le livre, on cherche à avoir des points de vue différents. À la fin du livre, il y a un point de vue de Christian Monjou, qui est un professeur d'histoire de l'art, qui au fond essaie de retraiter le même sujet à travers la peinture. Et je trouve que c'est intéressant, par rapport à une question posée, de la regarder sous différentes facettes, parce que chaque facette éclaire les autres. Voilà, bonne lecture. Merci.